On peut torturer des gens avec de l'art moderne. Oui, le genre d'œuvre qu'on pourrait voir accrochée au mur du musée Pompidou, par exemple. C'est ce qu'a fait Alphonse Lorenzig pendant la guerre d'Espagne, entre 1936 et 1939. Alphonse Lorenzig est un aventurier opportuniste et cosmopolite qui rêvait d'être artiste. Fait prisonnier par les communistes pendant la guerre d'Espagne, il propose à ses geôliers de dessiner des cellules infernales qui rendront fous les détenus. Ces prisons sont si atroces qu'elles ont même effrayé les nazis en visite à Barcelone. Je suis Virginie Giraud et je vous propose une plongée délirante au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Alphonse Lorenzig, l'art de la torture. Nous sommes à Barcelone vers la fin de l'année 1937. Alphonse Lorenzig rêvait d'être architecte d'intérieur. Son rêve est exaucé, il peut enfin exercer son art. Il tire sa chaise et s'assoit devant son matériel de dessin. Des tas de crayons de couleur sont étalés devant lui. Il ferme les yeux un instant et pense à tous les courants artistiques modernes qu'il a étudiés. Voilà, il voit son œuvre. Elle a pris forme dans les nuées de son esprit retors. Sur la feuille de papier, son trait est sûr. Il délimite les contours d'une pièce exiguë. Sur le mur du fond, il agence méthodiquement des motifs géométriques colorés inspirés par le Bauhaus. Il y a des ronds colorés, version circulaire des carrés de Mondrian. Et il y a aussi, dans un coin du mur, à hauteur d'yeux, un damier noir et blanc, comme destiné à une impossible partie d'échecs que seul le fou pourrait espérer gagner. Maintenant, il dessine un lit maçonné dans un coin de la pièce, un lit étroit, court et incliné à 20 degrés, où l'on ne peut pas trouver le sommeil sans tomber. Mais inutile de songer à abandonner ce lit pour dormir par terre. Partout sur le sol en bitume, il dessine des briques scellées en quinconce. Impossible de s'allonger, impossible de faire les 100 pas. Il faudra marcher entre les obstacles sur la pointe des pieds. Oh, il a encore une idée. Sur le mur opposé à celui des motifs géométriques, il va dessiner une grande spirale, comme celle que les magiciens font tourner pour vous hypnotiser. Et à côté, il va placer une horloge, parce que la mesure du temps, c'est important, surtout quand il ne veut plus rien dire. Elle ne sera jamais à l'heure, et les minutes ne feront pas toujours 60 secondes. Et puis, à la petite fenêtre de la cellule, il va mettre un carreau vert qui laissera tomber une lumière blafarde dans la pièce, comme si on était dans le ventre d'un monstre. Alphonse Lorenzig pose ses crayons et regarde son œuvre avec une certaine satisfaction. Il vient de dessiner artistiquement un enfer pour prisonniers politiques à la demande du service d'information militaire, le SIM, alors qu'il est lui-même un de leurs détenus. Le voilà collaborateur zélé des communistes. Il saura le rappeler en temps utile. Alphonse Lorenzig naît le 2 juillet 1902 à Enghien-les-Bains. Nous ne saurions pas grand-chose de sa jeunesse si l'auteure espagnole Susana Fruchtmann n'avait pas fouillé dans les archives de sa veuve qu'elle a personnellement connue. Il faut dire que le personnage est fascinant. Rien ne le prédestinait à finir dans les prisons espagnoles. Son père, Jules Lorenzig, un Autrichien installé en France, est un éditeur à succès. Alors que débute la Première Guerre mondiale, il décide de partir en zone neutre en Espagne où il fonde un nouveau magazine. Grâce à son père, Alphonse bénéficie d'une jeunesse cosmopolite et d'une éducation soignée. Mais pas question de suivre les pas de son père dans l'édition. Alphonse rêve de gloire et d'aventure. À 19 ans, il s'engage dans l'armée avec le but d'acquérir la nationalité espagnole. Après quelques mois, il quitte la Légion pour d'obscures raisons et s'enrôle dans la division d'infanterie de l'armée royale de Yougoslavie, d'où il repart avec la nationalité yougoslave. Après s'être marié à Marie-Louise, une jeune Autrichienne, il s'installe à Berlin, qui devient à cette époque un lieu de fête et d'excès en tout genre et d'ébullition artistique.
La République de Weimar a permis l'éclosion de nouveaux courants artistiques et Lorenzig, qui se sent l'âme d'un artiste, s'y épanouit pleinement. Il gagne sa vie comme musicien de jazz et peut-être aussi comme décorateur. Mais au début des années 1930, l'Allemagne est en crise. Le parti nazi, le NSDAP, prend une importance considérable et l'Europe assiste frémissante à la montée du fascisme. Sans doute fasciné par tout ça, Lorenzig décide de retourner dans le milieu de l'édition qu'il connaît si bien et devient correspondant européen pour le Deutsche Allgemeine Zeitung. En 1933, Hitler devient chancelier d'Allemagne. Il ne lui faut que quelques mois pour enterrer la République de Weimar et fonder son Troisième Reich. La prudence pousse sans doute Lorenzig à rentrer à Barcelone cette année-là. Il choisit de retourner à sa bohème chérie et devient chef d'un orchestre dans un célèbre groupe de jazz. Mais la guerre le rattrape. Le 17 juillet 1936, l'Espagne bascule dans la guerre civile. Le pays est déchiré entre les républicains et les putschistes nationalistes menés par le général Franco. La Deuxième République s'est enracinée dans une politique très à gauche, proche de Moscou. Elle prône la laïcisation et la mise en collectivité des terres et des usines. Refusant cette politique en leur défaveur, les nationalistes, majoritairement catholiques issus de la bourgeoisie, ont tenté un soulèvement dont le succès n'a été que très mitigé. L'Espagne est engagée depuis lors dans un conflit extrêmement sanglant. Chaque parti cherche à exterminer ses opposants sur les terres qu'il dirige. Les milices populaires et militaires font régner la terreur partout. Lorenzig comprend très vite que la tentative de coup d'État nationaliste préfigure un durcissement de la politique des républicains. La Catalogne dépend alors du gouvernement. Mieux vaut se montrer amical avec les Rouges, surtout quand, comme lui, on vit dans une certaine aisance. On peut dire qu'il a eu le nez creux. En quelques semaines, Barcelone devient un exemple de ville trotskiste. Les gens s'appellent camarades et on collectivise à tout va. S'habiller avec élégance passe même pour une provocation. Le régime aux mains des ouvriers se permet toutes les exactions. Lorenzig voit sa belle voiture confisquée par les miliciens. Plus dandy que révolutionnaire, il méprise les luttes ouvrières, mais il fait semblant d'être un sympathisant politique des Rouges. Pour éviter d'avoir des problèmes avec ces fanatiques de la faucille et du marteau, il prend les devants et propose ses services de traducteur à la police de Barcelone. Il parle l'espagnol, le français, l'allemand et plusieurs langues d'Europe centrale, ça fait 7 au total. À partir de septembre 1936, il collabore officiellement avec le commissariat de l'ordre public. Mais Lorenzig ne peut pas s'en empêcher. Il aime les magouilles et jouer au plus malin. Il profite de son statut pour tremper dans un lucratif trafic de faux passeports destinés à ceux qui souhaitent fuir la Catalogne. Évidemment, ça finit par se savoir, et il est arrêté en juillet 1937. Pendant plusieurs mois, il est détenu dans 3 différentes tchekas. Ces prisons tenues par le Front populaire et le CIM servent de lieu de torture et d'exécution pour les ennemis du régime. Elles tirent leur nom du mot « tchéka » en russe, un acronyme qui désigne la police politique soviétique. Les détenus y entrent sur simple dénonciation anonyme. La justice s'y applique plus que sommairement et on en ressort rarement vivant. Être affamé pendant des jours est encore le meilleur traitement que l'on puisse recevoir. Les rouges brûlent, électrocutent et battent les détenus. Tout ce que l'homme peut inventer d'horreur a trouvé sa place dans les murs de ces prisons populaires. L'insalubrité et les mauvais traitements ne brisent pas Lorenzig. Il a de la ressource, tant sur le plan physique qu'intellectuel. Ce grand blond à la carrure massive avec ses lunettes et ses petites moustaches est convaincu de valoir bien plus que la chienlit qu'il côtoie en cellule. Il fait tout pour se distinguer des autres prisonniers. Il a de multiples talents et le fait savoir. Son autopromotion porte ses fruits. Un jour, il est reçu par Santiago Garcés, le chef suprême du CIM. Le service cherche un architecte pour construire de nouvelles tchekas. Lorenzig a toujours aimé dessiner.
Il est passionné par le Bauhaus, ce courant artistique allemand des années 1920 qui concerne notamment l'architecture et le design. Il prône une révolution des formes vers la simplicité et la fonctionnalité avec des matériaux modernes comme l'acier. C'est la chance de Lorenzig. Il comprend que cette collaboration inespérée lui permettra d'améliorer ses conditions de détention. Il prétend avec un aplomb déconcertant être diplômé de l'école d'architecture de Vienne. Qui ira vérifier? Avec un cynisme consommé, Garcès, le chef du service d'information militaire, pense que confier la création des Tchekas à un détenu est le comble du raffinement pervers. Il lui propose donc la direction des travaux des Tchekas de Weimar et de la rue de Saragossa à Barcelone. Lorenzig, officiellement prisonnier, est élevé au rang d'agent du CIM. Lorenzig est satisfait de son sort. Il pense, à n'en pas douter, que ce poste est un tremplin vers sa liberté. Il dispose maintenant d'un petit appartement cossu dans la Tcheka de Misiones et circule librement dans toutes les autres, vêtu de costumes bien taillés comme il les aime. Les camarades du CIM saluent monsieur l'architecte avec déférence sous les regards éberlués de ses anciens co-détenus. Créatif et zélé, Lorenzig détourne habilement son courant artistique préféré pour dessiner des enfers géométriques. Ce qu'il nomme les cellules psychotechniques ont pour but assumé de détruire psychiquement les prisonniers. Sous l'effet de la faim, de la chaleur étouffante s'engouffrant par les fenêtres plein sud aux vitres vertes et des émanations de goudron venant du sol, les motifs des murs se mettent à danser par illusion d'optique jusqu'à la nausée ou à la crise de nerfs. Le détenu n'a nulle part où se réfugier. Pas de place pour s'asseoir, s'allonger, relâcher son corps. Il est désorienté, acculé, amené au bord du gouffre de la folie. Certes, Lorenzig collabore pour survivre et conserver son statut social élevé dans la hiérarchie des tortionnaires communistes. Mais pour ce faire, il va au-delà de ce que le CIM lui demande. Il connaît l'horreur des Tchekas pour y avoir été enfermé. Il crée cependant de son plein gré des cellules si inhumaines qu'elles semblent être le fruit d'un cerveau malade. En mai 1938, Urduenia, l'un des dirigeants de la Tcheka de Weimar, soumet un nouveau projet d'instrument de torture à son architecte. Il lui demande de dessiner une sorte d'armoire dans laquelle on enfermerait les prisonniers pour les punir. Et là, Lorenzig regorge d'idées. Grâce à un plafond amovible, le prisonnier sera toujours obligé de courber l'échine. Ses fesses reposeront inconfortablement sur une étroite banquette inclinée qui l'obligera à faire peser son poids sur ses genoux appuyés contre l'avant de l'armoire. Il y aura seulement un petit trou à la hauteur des yeux à laquelle sera accrochée une ampoule qui éblouira en permanence le malheureux comme détenu dans un cercueil vertical trop petit pour lui. En écoutant Lorenzig, Urduenia est sous le charme. Il n'aurait pas rêvé mieux. Allez jeter un coup d'œil sur Internet aux armoires prisons de Lorenzig. Il faut voir les croquis pour comprendre à quel point ce projet est terrifiant. Il promet de briser n'importe quelle volonté en 10 minutes de rétention. Avec tout ça, Lorenzig s'est mis le patron du CIM et le patron de la Tcheka de Weimar dans la poche. Mais ce n'est pas la même histoire avec Mendoza, le dirigeant de la Tcheka de la rue de Saragossa. Celui-ci se sent rabaissé par ce bourgeois qui ne lui fait que trop sentir sa supériorité intellectuelle. Lorenzig paye cher le prix de son arrogance. Le 2 juillet 1938, le jour de son anniversaire, il apprend que ses privilèges d'architecte ont pris fin. Il redevient un simple détenu. En début d'année 1939, les nationalistes ralliés au général Franco prennent Barcelone. Les agents du CIM s'enfuient, Lorenzig reste prisonnier. Comme il a de la suite dans les idées, il propose ses services à ses nouveaux geôliers comme interprète. Les franquistes ne sont pas disposés à discuter avec les détenus. Il est jugé pour rébellion militaire contre les nationalistes en juin 1939. Pendant son audience au tribunal, il apparaît détendu. Il semble convaincu de pouvoir se sortir de n'importe quel mauvais pas.
Il affirme avoir voulu saboter les projets des Rouges et avoir collaboré avec le CIM à cette seule fin. Pour autant, il est bien obligé d'avouer qu'il n'est inséré dans aucun réseau de résistance. Il s'est improvisé espion tout seul. Il reconnaît avoir été l'architecte des tchékas les plus abominables de Barcelone, mais il se considère comme une victime des circonstances et de la perversion du CIM. Il jure avoir fait son possible pour améliorer les conditions de vie des détenus et s'être disputé fréquemment à ce sujet avec Mendoza, d'où sa disgrâce finale. Malgré sa faconde, Lorenzig ne parvient pas à s'en sortir. Les nationalistes jugent les républicains à travers le concepteur des tchékas. L'architecte de l'enfer est fusillé au petit matin du 9 juillet 1939. Cette année-là, le général Franco impose sa dictature à l'Espagne. Il hésite maintenant à engager son pays dans la Seconde Guerre mondiale. En tant que catholique et conservateur, il voue une haine sans nom au communisme, d'où son rapprochement avec Hitler, même s'il n'est pas convaincu par l'idéologie nazie. Dans le but de préparer la rencontre des deux dictateurs, le directeur général de la sécurité espagnole, Josefina Tiescriva de Romani, invite à Barcelone Heinrich Himmler, le chef des SS. Les Espagnols veulent notamment lui faire visiter la Tchéka de Weimar, le symbole de la cruauté des sympathisants soviétiques. Et est-ce que vous allez me croire si je vous dis que Himmler, qui est loin d'être un enfant de cœur, a été choqué par les cellules d'Alphonse Lorenzig? Les Espagnols rendent donc leurs prisonniers fous? Mais les Allemands, eux, sont tellement plus pragmatiques. Ils les font travailler, jusqu'à la mort. Eh oui, quelques mois avant cette visite, les nazis ont ouvert 10 camps de concentration, dont celui d'Auschwitz. Quelques jours après le départ d'Himmler, Hitler rencontre Franco à Hendaye. Leurs négociations au sujet de l'entrée en guerre de l'Espagne resteront stériles, mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconte dans un autre épisode consacré à Franco. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt.